Hey, salut les filles, bienvenue au canal vaginal. Aujourd'hui, je reçois Laurie Vallée-Dallaire, une doula passionnée de placenta, de psychologie périnatale et une doula qui a fini par accoucher à l'hôpital provoqué. Et là là, j'ai hâte que vous écoutiez ça. Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? C'était cool, hein? Ouais, c'était un bel accouchement. Bref, j'ai vraiment hâte que vous écoutiez ce premier épisode qui vous apprend à la connaître. Et on sème des petites graines. Qu'est-ce qu'on devrait se poser comme question avant même de commencer à essayer de faire des bébés? Donc, tu me le diras, toi, si tu as des questions que tu aimerais que les autres se posent avant de commencer leur projet d'enfantement. J'ai hâte de te lire, mais là, c'est le temps. Viens écouter avec nous cet épisode du canal vaginal et bonne écoute à toi! Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Bonne écoute à toi! Laurie Vallée-Dallaire. Oui, c'est ça. Et non Laurie Poppins. Et voilà. Laurie Poppins, c'est son nom de scène, mais la vraie Laurie, c'est Laurie Vallée-Dallaire. Et je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui. Ben oui, ça faisait longtemps qu'on planifiait ça. J'allais le dire. Ben ça oui. fait un méchant bout qu'on est censé se rencontrer pour ce podcast-ci parce que t'as tellement de choses à nous raconter. T'es l'autrice d'un livre sur le placenta. Oui. Tout est à découvrir sur le placenta. J'ai tellement hâte, mais ça, Oui. c'est notre prochain épisode. Voilà. On va parler aussi de la psychologie des enfants. Comment elle est affectée par la grossesse et l'accouchement? Oui. Non, mais tu sais, what the fuck, là? Oui, vraiment. J'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. Puis on va On parler va des pas ménages aussi. Oui. Les premières menstruations, tout ce qu'on a besoin de savoir. Mais là, aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à te connaître un peu. Puis déjà, en apprenant à te connaître, on va apprendre des choses en temps. Ben, j'espère. Oui! Fait qu'écoute, t'es qui, toi? C'est quoi ta job? Ben, moi, à la base, je suis doula. Je suis quelqu'un à multiples chapeaux, on peut dire. C'est ça. Donc, on peut dire à la base, je suis doula, mais en réalité, je suis plein de choses. Je suis éducatrice en psychologie périnatale. Je suis spécialiste des arts du placenta. Je suis aussi artisane. Je fais des modèles anatomiques. Je fais plein de choses, là. Donc, il n'y a pas vraiment de mots pour définir exactement ce que je fais. On peut dire une grande passionnée de périnatalité et de santé féminine holistique. On peut dire ça comme ça. Puis t'as-tu toujours fait ça? Oui. Moi, je suis devenue doula à 19 ans. Hey, c'est incroyable. J'avais pas d'enfant. Oui. J'étais fascinée de naissance. Moi, je faisais accoucher mes Barbies quand j'étais petite. Ben oui, c'est un bon jeu. Et je jouais à la sage-femme avec ma sœur, qui était très tannée de mes jeux plates, à son avis. Elle est devenue artiste, donc on n'avait rien à faire de mes jeux. Mais je mettais une poupée en dessous de mon chandail. Je disais, je vais accoucher, là, t'es ma sage-femme, let's go! Hey, c'est Puis, cool. Puis t'as assisté à combien de naissances depuis 2019? Depuis tes 19 ans, plutôt? Depuis mes 19 ans, au-dessus d'une centaine, c'est pas loin de 120, je dirais. Pas toutes comme doula. J'ai été aide-natale en maison de naissance pendant Oui, c'est 6 ans vrai. et demi aussi. Je ne le suis plus depuis 2019, mais j'ai été aide-natale à Blainville avec les sages-femmes. Ça a été une expérience vraiment très, très enrichissante. Ça doit. Donc, c'était pour moi aussi une façon d'être dans le milieu tout le temps, puis de voir beaucoup de naissances, puis de voir les sages-femmes travailler, puis de travailler avec eux, puis d'apprendre à les connaître. Puis ça a été vraiment une super expérience. Puis j'ai fait aussi des accompagnements à l'hôpital dans toutes ces années-là. Donc, ouais, j'ai pas le décompte exact, là, mais plus Une d'une petite gang. centaine. Une petite gang d'assistants. Ouais. Puis, tu sais, on le sait scientifiquement, c'est officiellement prouvé que de choisir une accompagnante en dehors du personnel qui nous assiste durant la naissance, ça fait une différence. Moins de césarienne, moins d'instruments, moins d'antalgiques, plus de satisfaction. Ouais. Donc, ça a vraiment un impact très grand. Puis Oui. toi, concrètement, quand tu es doula lors d'une naissance, qu'est-ce que tu vas faire? Le travail commence vraiment avant la naissance. Dans la majorité des cas, ça m'est déjà arrivé, des accompagnements de très dernière minute, comme des gens qui m'appellent en travail pour avoir une doula. Pourquoi pas? Ça m'est déjà arrivé, comme est-ce que tu es disponible maintenant?
Puis j'étais comme, OK, mon tarif est tant. Puis elle était comme, OK, j'en t'attends dans une heure. Let's go. Incroyable. Donc ça m'est déjà arrivé. Mais en général, le travail d'une doula, ça va commencer en prénatal. On va créer un lien avec la personne. On va vraiment se parler, créer des liens de confiance, apprendre à se connaître. On va aussi donner l'équivalent du cours prénatal. On fait des rencontres prénatales en privé. On peut aussi en faire de groupe. Il y a des doulas qui en offrent de groupe. Éventuellement, je vais peut-être faire ça aussi, mais j'en ai pas fait encore. Mais donc, des rencontres prénatales pour se préparer à tous les choix, toutes les choses qui peuvent arriver durant la naissance, à savoir un peu à quoi s'attendre. La plupart des gens ne savent pas du tout à quoi s'attendre. On est dans un monde où, comme on a peu de naissances, on a peu de gens autour de nous qui ont des enfants, ou s'il y en a, il y en a 1 ou 2 ou 3, majoritairement. Sauf à Alma. À Alma, il y en a 6 ou 7. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, on n'est pas exposé à la naissance beaucoup, à moins soit de venir d'une famille nombreuse ou de travailler là-dedans. Donc, la plupart des gens deviennent enceintes, ils ne savent même pas par où commencer, qui j'appelle. Puis la naissance, ben, souvent, la première réaction des gens, c'est « Ah, ben voilà l'hôpital », puis les gens, ils vont savoir quoi faire, puis ils vont me dire quoi faire, mais... C'est pour ça qu'on subit souvent notre premier accouchement. Oui. Puis le deuxième, on se réapproprie un peu les événements. Oui, on réalise qu'on peut s'informer, puis qu'on peut s'éduquer, puis qu'on a des choix qu'on peut faire, puis on a des demandes qu'on peut faire, puis qu'on a des droits. De aussi demander, droit de refuser, droit de demander des alternatives, droit d'être accompagné par X, Y, Z. Donc, le travail commence vraiment en prénatal, donc de préparer à tous les aspects de la naissance, de la grossesse, les choix, les options, à se préparer aussi à son postnatal. C'est quoi la réalité avec un nouveau-né? C'est quoi l'allaitement? C'est quoi les erreurs à ne pas faire? Donc, il y a vraiment tout un travail en prénatal. Puis, en même temps, à travers tout ça, bon, tu sais, c'est un lien de confiance. On apprend à se connaître. Le rôle de la doula, il est non pharmacologique, il est non médical, donc on n'a pas la responsabilité médicale, on peut pas prescrire, diagnostiquer ou poser de gestes médicaux, comme par exemple faire des touchés vaginales ou des choses comme ça. Ça, c'est réservé à l'équipe médicale qui va suivre la personne. Mais nous, notre rôle, il est émotionnel, il est psychologique, il est d'être rassuré, d'en se sentir en confiance, d'en se sentir accompagné. Puis ça, c'est vraiment super important. Puis, rendu au moment de la naissance, ben, en fait, on est de garde dans les semaines précédant la naissance, on est proche de notre téléphone, on est en contact avec la famille. Puis, une fois que la personne est en travail, ben, elle nous appelle, on se rend au lieu de naissance. Si c'est le souhait des gens, si c'est le souhait des gens, il y en a qui veulent juste un doula en prénatal puis qui sont comme en contact à distance, c'est vraiment correct aussi. Il y en a qui veulent la présence à l'accouchement, ou à l'enfantement, on préfère dire. Et là, ben, on va être un soutien. On va les accompagner, on va les aider à naviguer ça. S'ils ont des questions, ben on peut y répondre. S'il y a des complications qui se présentent puis qui se font offrir des choses, ben nous, on est capable de leur expliquer dans des mots plus faciles à comprendre, si on veut, ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas la responsabilité médicale, mais on connaît quand même. OK, ils veulent te faire telle intervention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire tel geste, ça va faire telle affaire. Ils veulent te le faire parce qu'ils ont vu qu'il se passait ça. Ils t'ont dit qu'il se passait ça. Ça veut dire quoi? On aide à un peu vulgariser aux parents qui sont un peu perdus dans ce monde médical. Ils sont dans tout aussi l'émotion, tout ça, prendre des décisions. C'est comme un peu une gestionnaire. Oui, c'est ça. Une organisatrice puis une enseignante. Même un bouncer. Ben c'est ça, j'allais te demander. Aussi, ça t'es-tu déjà arrivé de t'interposer? Ça m'est arrivé, c'est difficile à faire. C'est pas évident. C'est difficile parce que moi, je fais 4 pieds 11. Aussi. Puis quand j'avais 19 ans, j'avais l'air de 14. Fait que d'arriver voir un médecin et dire docteur, ma cliente, elle aimerait telle affaire. Ouais, tu t'assumais pas tant que ça. Des fois, c'est moins évident, là, mais on apprend puis on réussit éventuellement à juste au moins faire entendre. Parce que des fois, la femme est dans ses contractions, elle est dans sa bulle. C'est pas le moment d'aller faire « Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? » C'est quand la dernière fois que tu as fait pipi, tu sais. Ouais, il faut la laisser dans son cerveau même nous, faire. Nous, on le sait la dernière fois qu'elle a fait pipi parce qu'on l'a vu. Fait que t'es une intermédiaire. Fait que là, l'infirmière, elle vient. Fait qu'avant qu'elle aille voir, par exemple, la femme, on est comme « Oui, qu'est-ce que tu sais? C'est quoi que vous voulez savoir? » Puis si elle me dit « C'est quoi la dernière fois qu'elle a fait pipi? » Ben moi, je le sais, je peux y répondre. Ou le conjoint peut répondre, ou je peux aller chercher le conjoint si ça sort de ma sphère de
de responsabilité de pouvoir répondre à leur place ou pas. Si c'est, par exemple, pour donner un consentement à un geste, mais là, je vais aller chercher le conjoint, puis ils vont pouvoir en discuter, je vais pouvoir aider à vulgariser. Puis là, après ça, eux, ils vont pouvoir prendre leur décision ou demander une alternative ou demander plus d'explications. Puis eux, ils vont se sentir empuissancés dans leur décision. Ils ne vont pas se sentir victimes de subir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on m'a donné, puis... Puis là, Laurie, j'aurais aimé ça qu'on parle de ton accouchement. Oui. De ton enfantement. Moi aussi, j'essaie d'arrêter de dire le mot accouchement qui enlève un peu de pouvoir, enfantement. Ça s'est quand même passé à l'hôpital pour toi, mais c'était pas ce qui était prévu. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais prévu un enfantement à domicile. Ben oui. Avec sage-femme. J'ai eu la chance que ma région soit ouverte au moment du début de ma grossesse. Donc, ça a été comme nouveau d'avoir droit dans notre région. Moi, en fait, on est voisines. Presque. C'est grâce à moi? Oui. Parce que j'ai tellement... en fait, moi, j'avais pas accès. Et puis, mon troisième, je l'ai eu chez moi. Dans le temps, j'étais proche de la maison de naissance. Puis, mon quatrième, c'était évident que je sortais pas de la maison. Tu sais, quand tu as vécu ça, tu réalises, en fait, que faire de la voiture avec des contractions et le stress associé, c'est une intervention en soi. Oui. Et je n'y consentais pas. Puis, mes sages-femmes ne pouvaient pas se rendre jusqu'à chez moi. Donc, j'avais pris la décision d'enfanter toute seule. Oui. Fait que, tu sais, c'est grave. Je veux dire, c'est cool, mais en même temps, l'idéal, moi, j'aurais aimé ça avoir ma sage-femme près de moi. Ça. Puis là, j'étais plus prête à l'avoir toute seule chez moi que de faire la route jusqu'à chez elle. Fait qu'elle a mobilisé justement pour faire un projet pilote. Je pense que tu faisais partie du projet pilote. Oui, je faisais partie du projet pilote. Puis là, ça a été implanté finalement, là, fait qu'on est contente. Oui, oui, vraiment. Donc, c'est ça, finalement, moi, je me suis rendue à 42 semaines et 2 jours. Ah, la coquille! Puis, après avoir tout essayé pour la faire sortir, ben oui. tous les trucs qui existent, ma sage-femme est même venue 3 fois à la maison pour, à ma demande, faire une stimulation comme naturelle, entre guillemets. Là. Puis, il y avait des petites nuits de contraction, ça arrêtait. Puis finalement, au bout de mes ressources et au bout de mon énergie et au bout de ce que j'étais capable de prendre, j'ai accepté finalement d'aller à l'hôpital rendu à 42 semaines et 2 jours. Bon, avec le recul, on le sait pas, j'avais probablement un peu moins que ce que je pensais parce que des fois, les dates sont pas fiables, hein, on le sait. Puis quand ma cocotte est sortie, elle avait l'air plus d'un 41 semaines. OK. Fait que t'étais pas tout à fait... J'avais déjà un doute sur mes dates, puis même à l'échographie de morpho, il m'avait dit « pour moi, t'as peut-être comme 10 jours de moins que tu penses. » Mais bon, cela dit, j'ai quand même accepté. Et tu vois, on peut regretter ce qu'on veut, c'était pas ce que je voulais, tout ça. Malgré tout, ça s'est très, très bien passé. Oui. Donc, t'as été à Sainte-Agathe ou Saint-Jérôme? J'étais à l'hôpital de Sainte-Agathe. Oui, Sainte-Agathe, c'est un bel hôpital. Qui était mon choix. Je serais jamais à la Saint-Jérôme, honnêtement. Oh, désolée. Ça peut être coupé au montage. On va couper peut-être ça. Mais j'ai été à l'hôpital de Sainte-Agathe. Oui, on repart de là. Oui. T'es allée à l'hôpital de Sainte-Agathe? Oui. Puis, avec toutes les stimulations qui avaient eu lieu dans la semaine, j'étais quand même rendue à 3 cm. Donc, l'induction a très bien été. J'ai opté pour je voulais qu'il rompe les membranes. Finalement, mon bébé n'était pas fixé, fait que ça a été le pitocin. Puis ça l'a comme bien progressé. J'ai fini par demander la péri rendue après comme un bon 5 heures. Parce que pour ceux qui n'ont jamais eu pitocin, c'est extrêmement violent. Moi, j'ai accouché pas de pitocin naturel. Oui. Puis, tu sais, le pitocin, t'as pas de doute, là, à chaque contraction, t'es plié en 2. Oh, puis là, il y a moyen de se préparer aussi à avoir du pitocin. Puis ce qu'il faut comprendre au niveau pelvien, moi, je fais un enseignement pelvien. Je peux-tu prendre? C'est parfait. Je fais un enseignement pelvien. Le pitocin, quand on le prend, l'hormone de synthèse, en fait, on se ramasse qu'on n'a pas l'endorphine entre les contractions. Fait que c'est plus dur de gérer la douleur, mais l'endorphine, on peut la faire autrement aussi. Avec une acupunctrice, par exemple. Donc ça, les acupunctrices peuvent venir pendant la naissance pour nous faire de l'endorphine, justement, pour moduler la douleur. Mais on peut la faire avec des points de pression. Donc, il y a plein de techniques pour le créer, même les TENS, on peut les utiliser pour faire de l'endorphine. Bref, ça, on peut gérer. Mais avec le pitocin aussi, notre plancher pelvien n'est pas à bas bruit. Donc, généralement, avec des contractions plus naturelles, on va se ramasser avec un plancher pelvien qui fait le mort, en fait. Tu sais, il veut pas faire barrière, qu'avec le pitocin, il va avoir des contractions. Ça, c'était quand même une étude sur pas beaucoup de monde. Fait qu'il faut comme le prouver avec un plus grand bassin, mais quand même. Fait qu'il faut savoir ça.
Sachant que provoquer, c'est pas la même chose. Puis moi, j'aime ça préparer mes clientes à une provocation parce qu'avant, je le faisais pas. Moi, je les préparais juste à une naissance physiologique. Puis quand il y a, par exemple, prééclampsie ou justement dépassement du terme, tu as besoin de la provocation ou tu as une césarienne puis tu n'es pas préparé à ça, c'est plus traumatisant. Ouais. Fait que maintenant, je prépare vraiment à une provocation et je prépare à une césarienne aussi. Oui. Mais voilà. Fait que toi, tu as vécu le pitocin. Le pitocin. J'espère ne jamais avoir à revivre le pitocin. C'est vraiment très, très violent. J'ai fini par prendre une péri. Et puis, ma cocotte est née... je veux dire, quelques heures plus tard, j'ai perdu les os. Et puis, j'ai poussé pendant 1h30. Et elle est née après 1h30 de poussée. Donc, je dirais que en tant que doula, d'aller enfanter dans ces conditions-là, c'était vraiment pas ce que je voulais. Là. C'était comme mon scénario dans ma tête. C'était la dernière chose que je voulais, c'était une induction. C'était juste avant la césarienne. Césarienne, c'est comme l'affaire que je voulais vraiment, vraiment pas. L'induction, c'était comme... Puis, j'ai beau me dire avoir su ci, avoir su ça, j'aurais attendu une journée ou deux de plus. Tu sais, mais quand on est dedans, c'est ça. Quand on est dedans... Puis on a notre instinct aussi, là. Puis des fois, il peut trafiquer par aussi nos connaissances ou ce qu'on nous fait dire. Oui, c'est ça. Puis des fois, on se fait dire une affaire que c'était pas intentionnel puis que ça nous déconnecte. Fait une alarme, ça nous fait réveiller une peur. Puis, c'est ça. Moi, il y avait une peur que j'avais en lien avec le dépensement de terme. Puis, il y a juste quelque chose qui a été dit, puis que ça m'a réveillé ma peur, ça m'a déconnecté de mon intuition. Je savais qu'elle allait bien, ma cocotte. Mais, tu sais, on peut dire avoir su, mais pour en revenir à... malgré tout, une très belle expérience. Ben oui, puis là, comment ça s'est passé? T'es arrivée là, dans quel état? Comment tu t'es présentée au personnel? Tu leur as-tu dit, hey, moi, je suis doula? Je me souviens plus si je leur dis que j'étais doula, mais ils savaient que j'avais un projet d'enfantement à domicile. Ma sage-femme était présente avec moi. J'avais un plan de naissance très détaillé en cas de transfert à l'hôpital. J'avais tout mis dans mon plan. J'avais mis pour l'accouchement à domicile, j'avais un plan de naissance. En cas de transfert à l'hôpital, j'avais un plan de naissance. Puis en cas de césarienne, j'avais un plan de naissance. Donc, j'avais comme tous les scénarios possibles avec mes souhaits. Qui étaient adaptés aux situations telles que je les connais. Comme par exemple, moi, j'avais envie de brûler le cordon. On pourra en parler sur le placenta. Mais on peut pas faire ça à l'hôpital parce que ça implique une flamme. Là, il y a des bonbonnes d'oxygène, tout ça. Fait que je savais... Faut pas faire une explosion nucléaire. Je pouvais pas faire ça à l'hôpital. Donc, j'avais prévu autre chose. Puis, cela dit, à l'hôpital de Sainte-Agathe, je vais leur donner cette rose, cette fleur-là. Ils ont vraiment respecté le consentement. Moi, après des expériences, je dirais, difficiles dans beaucoup d'expériences hospitalières en tant que doula, d'avoir été témoin de plein de choses, j'avais vraiment une opinion peu élevée des soins hospitaliers. Puis, cette expérience-là m'a montré que ça existait du personnel hospitalier bienveillant, que ça existait des gens qui demandent le consentement, que ça existait des gens qui respectent mes demandes. On venait me voir, on me demandait « Est-ce que tu es d'accord de faire telle intervention? On peut faire ça à la place, es-tu correct avec ça? » On m'a offert de pousser dans la position que je voulais. On a vraiment respecté ma bulle. Puis il y avait je sentais l'empathie du personnel. T'étais importante. J'étais importante, je sentais... Considérée. Je sentais qu'il n'était pas dans le jugement non plus, que c'était pas comment, c'est ça qui arrive. Parce que ça, souvent, moi, je l'ai senti, vu que j'ai mes projets à domicile et puis tout ça, que souvent, là, j'ai même eu la phrase, tu vas tuer ton bébé, là, tu sais. Non, c'est ça. Je sentais pas d'être dans... c'est ça, la grano que voulait attendre, nanana, puis tout ça. Non. J'entendais... Elle doit être déçue, vous voulez accoucher à domicile. C'était pas son projet. On va faire de notre mieux pour qu'elle ait une belle... Donc, bravo, l'hôpital de Sainte-Agathe. On applaudit. On applaudit l'hôpital de Sainte-Agathe. On vous aime. On vous aime. Ils ont une équipe vraiment très respectueuse. Puis, pour avoir discuté aussi avec d'autres doulas, parce qu'on est en contact, c'est rare. C'est vraiment... Je suis vraiment contente. On a une perle rare dans les Laurentides. Je vais... Qu'on ne perde pas cela. Qu'on ne perde pas cela. Continuez le bon travail à Sainte-Agathe. Continuez le bon travail à Sainte-Agathe. Respect des femmes. D'empathie, et d'empathie. Considération. Ouais. Bon, on va faire une liste. On se fait un canevas sur Instagram. Oui, c'est ça. On collaborera. On va faire la liste Sainte-Agathe, checkpoint. Tu l'as croché dans la liste. Ouais. Fait que je dirais, ça m'a montré que c'était possible.
des beaux accouchements à l'hôpital. Oui, parce que souvent, on entend on plus des entend beaucoup des violences. violences, on entend beaucoup, malheureusement, c'est pas nécessairement un manque de bonne volonté, mais des fois un manque de... Ben, c'est systémique, en fait. Systémique, Parce que c'est tout le temps sous bonne volonté. C'est systémique, C'est mais systémique, on gros, a tellement on le s'en rend pas système qui compte. est implanté, puis on oublie que ça violente les femmes, malheureusement. Oui, parce qu'on pense aux intentions et non aux impacts aussi. Oui. Full gaslight. Mais là, attends. Voilà, oui. On repart. Là, dis-moi, toi, là, pour parler de psychologie périnatale, parce que tu as dit que tu es formatrice, parce que j'ai vu là, sur ton Instagram que justement, on pouvait s'inscrire à des formations. Oui. C'est quoi ta formation pour pouvoir faire ça? Ben en fait, je forme pas les gens pour devenir thérapeute. Hein. Je suis pas thérapeute non plus. Moi, j'ai suivi une formation avec une association qui s'appelle l'Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health, qui sont basés aux États-Unis. Eux, c'est une formation pour devenir éducateur en psychologie périnatale. Donc, moi, ma formation, c'est de pouvoir sensibiliser les gens à. Donc, voici les impacts possibles de X, Y, Z. Voici c'est quoi le développement psychologique du bébé. Voici... et moi, à partir de ça, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien en français ou très, très peu, je trouvais ça dommage que toutes les données étaient en anglais, tous les documents étaient en anglais, les études sont en anglais. Fait que j'ai décidé de monter une formation qui s'adresse autant aux doulas qu'aux professionnels de la santé, qu'aux parents qui veulent en savoir plus sur le vécu psycho-émotionnel de l'enfant pendant la naissance, pendant la grossesse. Donc, j'ai monté cette formation-là pour éduquer les gens. Hey, ça, là, Ouais. j'ai hâte de voir l'épisode, mais je risque de m'inscrire à la prochaine. C'est tellement fascinant. Puis, on avait envie de parler aussi, parce que là, tu as enfanté récemment, donc Oui. d'une petite cocotte là, qui a 1 an maintenant. 1 an et quelques, oui. 1 an et quelques. Mais avant ça, toi, avant de connaître le bon gars, Oui, tu avais décidé que tu allais enfanter en solo. oui. Tu avais pris cette J'ai eu décision-là. une phase. J'ai eu un processus, on peut dire, de projet de parentalité solo. Parce que moi, comme je disais, je faisais enfanter mes Barbies, puis c'était tellement important. Puis je suis devenue doula à 19 ans, puis je voyais des naissances tout le temps, puis je voulais tellement des enfants, puis je voyais les gens dans ma famille qui faisaient plein de bébés, puis là... C'est arrivé un Noël, il y a 2 cousines qui m'ont appris en même temps qu'ils étaient enceintes. Les Alors que moi, maudites, j'étais déjà ben rendue oui. à un point de désespoir. C'est ça fait mal vouloir un bébé. Oui, c'est extrêmement douloureux, douleur d'enfant. Quel lapsus, le désir d'enfant. C'est très douloureux, Mais le désir c'est une douleur d'enfanter. d'enfant aussi, on peut C'est une dire. douleur d'enfant, ben oui. Et quand ça Le te pogne désir l'envie de l'avoir, d'enfant, là, c'est profond. Là. Puis quand ça fait des années que tu vis avec ça en disant un jour je vais rencontrer. Puis en plus qu'on en voit tout le temps quand on est dans le milieu. Puis je pense que c'était mieux pour moi d'en voir que de pas en voir parce que ça me permettait d'être au moins en contact un petit peu. Avec la puissance des Il y en a d'autres qui femmes. vont se couper complètement de ça puis qui veulent même pas en entendre parler, mais il y en a d'autres qui ont juste besoin d'être en contact avec des mamans, des bébés. C'est tout nourrissant, ça. créer. C'est nourrissant. Donc moi, j'ai décidé après ce Noël-là, j'ai dit non, moi, j'attends plus. Puis je décide d'avoir un enfant seul. Comment tu t'es pris? Ben, j'ai regardé, j'ai fait Il y a des plein de recherches. façons. Il y a plein de façons. La plus sécuritaire, c'est d'aller officiel avec des banques. Oui, la plus sécuritaire, donneurs. la plus officielle, c'est d'aller dans une clinique avec une banque de donneurs, avec... puis, tu sais, de faire le C'est ça que processus. tu as fait, toi? Non. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'avais pas envie que la conception de mon enfant se fasse dans un milieu clinique. C'est pas mauvais, c'est juste moi, ma voulais perception rendre ça j'avais envie romantique. que ce soit peut-être pas romantique, mais au moins intime, au moins chez nous, au moins dans mes choses, avec la musique, avec tu sais, le contexte que je voulais. Puis l'autre chose, c'est que c'est extrêmement coûteux. Ben oui, c'est Extrêmement coûteux. À l'époque, ça fait plusieurs années de ça, quand j'avais entamé ces démarches-là, c'était 900 par c'est rendu pas mal shot. plus. C'est rendu autour de 1500, je pense, aujourd'hui. Ouais, Par même un peu essai. plus par essai. Fait que j'avais pas nécessairement ces Par ressources-là. tube de sperme, en fait. Ouais,
faire des un petites paillettes. shot, ouais. Un comme shot. Même pas parce qu'ils 500. prennent puis ils le divisent en plusieurs amis, là. Ah tu sais, oui, un pour même. vrai? Ouais, puis là, il y a un film, je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, sur le gars qui a 3000 enfants. Ouais, c'est ça, je là. l'ai pas vu, mais j'ai vu passer, là, mais je l'ai pas Ben, écouté. il faut l'écouter, là, parce que ça met en lumière vraiment les défis liés à, justement, Oui, ben, c'est d'honneur. ça. Puis il faut être consciente parce qu'il faut avoir un consentement éclairé. Puis là, c'est ça, lui, tu sais, il se ramasse... en fait, il a fait le monde entier avec son sperme. Oui, c'est ça. Mais lui, il a une maladie. Oui, c'est ça. On rentrera pas dans cette histoire-là. mais bref, moi, j'ai demandé à un ami, tout simplement. Bon. Un ami très gentil qui a voulu me donner un peu de son corps. Wow. En sachant très bien, en m'étant informée sur les implications légales de la chose aussi. Parce que de passer par une clinique, ça te met une protection légale aussi, que la personne, ne sait pas qu'il y a un enfant qui a été conçu et ou ne peut pas venir réclamer la paternité. Tandis que quand on prend un donneur Oui, côté légal, on est moins artisanal, protégé. il faut vraiment avoir confiance en la personne. Puis j'avais envie aussi de connaître cette personne-là, de savoir d'où il venait. C'était quelqu'un que enfin, j'ai eu Mais deux je pense que donneurs, maintenant, on mais- est obligé de savoir. En tout cas, je veux pas m'avancer sur n'importe quoi, mais je pense qu'il y a des lois maintenant pour protéger justement d'où on vient, pour connaître notre Oui, histoire médicale. oui, maintenant, même les enfants nés par insémination ont droit à savoir Il y a plus d'où de ils donneurs viennent. anonymes, C'est finalement. ça, en fait. Ouais. Fait que solo-parentalité, finalement, ça t'a essayé combien de fois? J'ai essayé beaucoup de fois. Je dirais sur une période de 5 ans, par-ci, par-là, si je cumule tout, ça fait au moins 2 ans et demi d'essai. Là. OK. À chaque cycle? Ben pas à chaque cycle pendant 5 ans, là, mais les cycles que j'ai essayés, on peut mettre ça collé ensemble. Puisqu'à un moment donné, ben, j'ai eu une relation, fait que j'ai arrêté. Puis là, mais bref, on peut coller ça tout ensemble, mettons 2 ans et demi étalé sur une période de 5 ans. OK. Puis pour moi, ça n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons, mais je pense que la raison principale, c'est que bon, on peut croire ce qu'on veut. Moi, c'est ma croyance que la petite âme qui voulait venir attendait son papa. Donc, moi, éventuellement, j'ai rencontré quelqu'un. Puis, Qui est assez cool. qui est extrêmement cool, qui Ouais. est merveilleux, que j'ai commandé à l'univers. Ouais. Fait que Puis j'ai reçu ce que j'avais commandé, puis là, ça s'est passé vite. ça s'est passé très vite. Et la petite est arrivée très vite aussi après. Oui. C'était comme les astres se sont alignés. Cela dit, c'est pas un mauvais choix, la soloparentalité. Il y a beaucoup Mais non. de personnes qui font ce choix-là. Je trouve ça, c'est un choix extrêmement courageux. Faut en parler. C'est pour ça que je voulais Faut qu'on en en parle. parler Parce parce que c'est une option extrêmement intéressante. Et il y en là. a beaucoup plus qu'on pense. Ben oui. Il y en a vraiment beaucoup. Pendant que moi, j'étais dans ce processus-là, il y a des groupes Facebook, tout ça. Puis, tu sais, je pense juste Montréal, en environ, il y avait comme 500 personnes sur le groupe, là. Puis, on en rencontre, puis... Mais on fait pas encore beaucoup la distinction entre monoparentalité, soloparentalité, tout ça. La soloparentalité, c'est vraiment de faire le choix seul d'avoir un enfant. Dans la majorité des cas, ça va être une femme qui choisit de devenir enceinte. Il y a des cas très rares aussi d'hommes qui choisissent, comme par exemple, d'adopter seul ou d'avoir recours à une mère porteuse, par exemple. Je suis sûre que ça existe dans le monde, ces scénarios-là. Mais oui, c'est un choix de parentalité qui existe, qui est tout à fait louable. Finalement, c'était pas ce que le destin avait en tête pour moi. Puis finalement, ben, dans mon cas, j'ai aussi rencontré l'homme de ma vie et puis fondé la famille dont je rêvais. Mais bravo à toutes les personnes qui ont fait ce chemin-là et qui maintenant élèvent un enfant seul, parce qu'il y a aussi tous les défis d'élever l'enfant seul après. Oui, mais il y a aussi ouais. des défis de l'élever à 2. Il y a aussi des défis de l'élever à 2. En choisissant nos défis. On choisit les on défis, choisit puis nos combats, des fois, on les choisit pas, puis on réalise. Oui. Mais là, je voulais qu'on parle de préconception pour conclure cet épisode-là, Oui. parce que c'est quelque chose qui tient à cœur. Puis moi, c'est pas quelque chose qu'on a abordé encore ici au podcast. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez. C'est quelque chose qui est encore méconnu, on dirait. Moi, mon rêve là, dans la vie, ce serait Ouais. d'aller parler de ça, genre au secondaire ou au cégep. Ben, il y a... Puis sensibiliser les Donnez-nous gens. les écoles du secondaire, on va Ouais. vous arranger ça, Très l'éducation tôt. sexuelle. Tu sais, comme, oui, l'éducation sexuelle, c'est extrêmement important, mais allons plus loin. C'est quoi être parent? C'est quoi faire le choix de devenir parent? Qu'est-ce que ça implique de faire le choix de devenir parent? Puis le jour où tu vas être prêt à avoir un enfant, tu sais, à part si tu choisis d'avoir un enfant, à part juste faire l'amour, là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire
plusieurs niveaux, ne serait-ce qu'au niveau relationnel. Dans ton couple ou si t'es pas en couple avec toi-même, régler nos démons avant, régler nos propres naissances, discuter des sujets chauds avant d'être dedans puis dans nos émotions de nouveaux parents. Tu sais, Dieu sait qu'il y en a des décisions que des fois les parents sont pas d'accord, que ce soit dans le côté médical, que ce soit dans l'éducation de nos enfants, que ce soit dans où on habite, comment on l'élève, la discipline, l'alimentation, le ci, le ça, on est-tu plus santé naturelle, on est-tu plus santé conventionnelle, on est-tu plus... Il y a tellement de décisions, puis il y a tellement de parents qui se rendent compte de ça une fois que l'enfant est né. Ben oui, parce que l'amour, elle suffit plus rendu là. Parce que là, t'as ton enfant, c'est la chose la plus importante de l'univers que t'as créé. Oui. Tu veux le mieux. Puis là, ta façon du mieux, c'est quoi? C'est peut-être pas la même façon que ton l'autre. Ouais, ben ça peut être compliqué. Il y a moyen de venir se rejoindre. Oui, absolument. Mais il y a des compromis. Se rejoindre avant d'être dans cette émotivité-là, puis avant que l'enfant soit conçu, ça peut aider beaucoup. Aussi, s'informer. Tu sais, comme si on savait déjà tout ce qu'on enseigne sur la naissance avant d'être enceinte, puis d'être dans nos peurs, puis dans notre... Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur d'accoucher, qui ont peur de... mais je me souviens, moi, j'ai déjà donné des cours prénataux où la personne était à 38 semaines, mais tellement dans la peur. Mais aller te parler de douleur de l'accouchement à quelqu'un qui est dans la peur à 38 semaines, c'est pas pareil que de parler de douleur de l'accouchement à quelqu'un qui est pas enceinte et qui prévoit peut-être le devenir un jour, puis que là, ça va comme mariner pendant une couple de mois, une couple d'années, puis là, lorsque cette personne-là va être enceinte, elle va peut-être plus être en confiance. Mais c'est le but de mon prochain livre qui sort le 22 janvier 2025. C'est que les femmes, idéalement, le lisent s'ils sont enceintes, ils n'ont pas le choix, là, mais de le lisent avant de penser à faire un bébé parce qu'on n'en parle jamais, parce que c'est tellement valeureux d'enfanter qu'on oublie qu'il y a une femme derrière, que ça peut affecter sa qualité de vie à long terme. Fait que c'est vraiment de dire qu'est-ce qui se transforme vraiment, qu'est-ce qu'on a du pouvoir dessus, puis qu'est-ce qui est j'allais dire irrécupérable, mais c'est pas vraiment le mot. Mais non, mais il faut être au courant qu'il y a une transformation. Il y a des transformations. Moi, je parle de celle physique, mais psychologique. Autant physique que psychologique, je dirais, c'est comme deux sphères, même spirituelles. Là, on s'en rend même pas compte à quel point ça transforme. Oui. Puis de le savoir avant, puis de savoir tout ce qu'on peut faire aussi pour préparer notre corps. C'est quoi qui est normal dans... OK, si ça fait 6 mois que j'essaie, ça fait 1 an que j'essaie, ça fait 2 ans que j'essaie, c'est quand que ça commence, ça peut être normal. Qu'est-ce que le conjoint ou l'homme peut faire aussi? Est-ce que ça peut être une bonne idée aussi de lui de faire une détox avant que la personne tombe enceinte? Bonne question. T'sais, arrêter de fumer, peut-être. Ça augmente les chances. Fumer, ça diminue la fertilité. Il y a des études là-dessus. Mais déjà, par exemple, de faire un choix d'arrêter de fumer pour favoriser nos chances, pour être en meilleure santé. La femme, pendant qu'elle est enceinte... Ça fait longtemps que j'ai vu quelqu'un fumer. Oui, il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Le vapotage, hein. Aussi. Ça, on le voit moins, mais il y en a. Puis, tu sais, pendant la grossesse, la femme fait tous les sacrifices un peu. J'ai remarqué. On fume pas, on boit pas, parce qu'on sait l'effet direct que ça a. Mais c'est aussi un sacrifice sur notre travail, nos loisirs, notre énergie, notre... je veux tout dire, ça. Parce que moi, enceinte de mon 4e, ça m'a comme frappé. Je me suis dit, hey, le maudit, mon chum, le maudit, il va avoir 4 enfants, puis lui, il n'y a pas eu de défi. Non. Tu sais, à part s'adapter, mettons. Il y a comme pas eu d'arrêt. Oui. Que nous, il y a un arrêt de pas mal d'affaires, là. Fait que ça, bref, j'en ai voulu, mais là, ça va mieux. Puis je me dis, et si on faisait un choix en couple quelques mois avant de officiellement commencer à essayer de se mettre en meilleure santé? Ensemble. Parce que l'homme, lui, ce qu'il fournit dans la conception... on veut des petites bébites en forme. On veut des petites bébites en forme. Donc, si lui, il a fait des choix santé pendant les mois où il concevait ses petites bébites, peut-être que ça a un impact positif sur la santé de l'enfant plus tard. Moi, j'espère qu'il va y avoir des études sur le sujet. J'aimerais ça parce que c'est encore très méconnu comme concept. Mais déjà, juste au niveau relationnel, juste au niveau psychologique. Aussi, la femme, de se préparer pour porter une grossesse, tu sais. Faut être forte. C'est tough, une grossesse, là. Moi, ça m'a aussi autant que j'avais hâte d'être enceinte, puis que je voulais, j'ai trouvé ça tough. C'est surprenant. J'ai trouvé ça tough. Dis-moi donc, 3. Tu vas m'en donner 3. Oui. 3 questions que tu penses que les couples devraient se poser avant de penser à faire un bébé.
Oh. C'est rough, hein? Pourquoi tu veux faire un bébé? Mhm. C'est quoi tes raisons de vouloir être parent? C'est quoi comment tu te vois comme parent? Tu sais, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi quand tu te projettes comme parent, comment tu te vois? Comment tu... je sais pas si ma question est claire. Puis, comment tu veux l'élever, cet enfant-là? Tes valeurs. Tes valeurs. C'est quoi tes valeurs C'est quoi tes valeurs importantes? Parce que des fois, le bébé arrive, puis ça met une bombe dans tout ce qu'on pensait, puis finalement, on part ailleurs. Mais ça mettrait une petite base sur est-ce qu'on est capable de trouver des compromis, de s'entendre, ou ça va être explosif comme discussion. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Oui. Puis, pour conclure cet épisode-là, Laurie, t'es-tu prêt? Oui. Qu'est-ce que tu leur souhaites aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui? De se sentir... totalement en puissance dans leur maternité, de faire les choix qui leur conviennent. Peu importe ce que c'est le choix, mais que ça leur convient, qu'ils soient à l'aise avec ça. Et des grossesses merveilleuses, des enfantements merveilleux, et aussi une vie de famille et un poste merveilleux, parce qu'une fois qu'ils sont nés, il faut quand même s'en occuper. Oui. Voilà. Je valide. Voilà. Je valide, il faut s'en occuper. Ben merci, Laurie, pour ce bel épisode. Mélanie. Je suis contente que les filles qui nous écoutent ont pu apprendre à te connaître. Je sais pas, les filles qui nous écoutent, s'il y a des petites pistes de réflexion, des petites graines qu'on a semées aujourd'hui. J'aime ça, lire vos commentaires. Je sais que je suis pas la plus rapide à répondre à vos commentaires, mais je vous jure, j'ai lu tout, puis je finis par venir répondre. Fait que si t'as le cœur t'en dit, viens nous dire, là, quelle petite graine qu'on a semée? Y a-tu des choses que t'es pas d'accord avec ce qui a été dit aujourd'hui? Y a-tu des choses que tu te dis, aïe, je le file de même aussi? On a très hâte de te lire et merci d'avoir été à l'écoute. Merci! Expérience, les excès